Voilà, on va entamer deux petites questions de physiopathologie. Donc, deux petites questions. Donc, c'est deux en un en quelque sorte. Hein, deux en un. Donc, la physiopathologie de l'allergie. Et comme c'était au dernier moment, on m'a proposé l'œdème aussi. Donc, on va faire aussi un tout petit peu de l'œdème. Ne serait-ce que je vais parler pendant 20 minutes à 45 minutes de cette physiopathologie de l'allergie et de l'œdème. Allez, bon courage et bonne chance pour tout le monde. Posez des questions, n'hésitez pas de poser les questions. Vous pouvez les inscrire sur une feuille vers la fin du cours. Vous pouvez les poser. Merci. L'allergie. Alors, l'allergie pour nous, c'est quoi là? Donc, c'est une hypersensibilité. C'est une réponse anormale, donc on ne dit plus allergie parfois, on dit l'hypersensibilité. Vous avez quand même, tout le monde est hypersensible, tout le monde est sensible hein, à un certain moment. Donc, au lieu de dire l'allergie, qui est pas grossier, mais très fréquemment aléatoire, on va dire hypersensibilité. C'est une réponse anormale. Anormale. Donc, quelqu'un qui répond anormalement avec une hypersensibilité, elle est anormale vis-à-vis d'une substance étrangère. Cette substance étrangère, qu'on l'appelle antigène. On peut aussi l'appeler allergène aussi. Tout à l'heure, on va la voir. Donc, dès maintenant, l'hypersensibilité, c'est une réponse anormale de l'organisme, de l'être humain, vis-à-vis d'une substance étrangère, c'est-à-dire qui va rentrer dans l'organisme, qu'on appelle antigène ou bien allergène. Selon le mécanisme, on différencie deux types d'hypersensibilité. L'hypersensibilité allergique, et c'est l'allergie, et l'hypersensibilité non allergique, et c'est l'intolérance. Tout de suite, je vais expliquer tout ça. Donc, l'allergie, c'est allergie. Donc, tu prends quelque chose et tu es allergique. Donc, il y a un système immunitaire qui va répondre. Et l'hypersensibilité non allergique, il n'y a pas de système immunitaire, c'est de l'intolérance. Tu prends de l'écaillé, tu prends une limonade très chaude, tu réagis par des vomissements. Voilà ce qu'on appelle, tu ne tolères pas cette boisson. Plaque suivante. L'allergie est une réponse immunitaire spécifique, anormale et excessive vis-à-vis d'un antigène de l'environnement appelé allergène. Je vous l'ai dit, on l'appelle aussi allergène ou bien un antigène de l'environnement. Non allergique est une réponse anormale et excessive, mais elle n'est pas spécifique, elle n'est pas reconnue par le système immunitaire. Je vous ai donné un exemple de prendre une limonade, hein, elle n'est pas bonne cette limonade, vous la tolérez pas et vous allez vomir, vous allez avoir mal à l'estomac, vous pouvez même avoir une petite diarrhée. Donc ça, c'est pas allergie, c'est de l'intolérance. Mais c'est l'organisme qui ne tolère pas, c'est pas le système immunitaire qui reconnaît cet antigène. Donc voilà la différence à peu près de l'allergie et plutôt de l'hypersensibilité allergique et de l'hypersensibilité non allergique. L'hypersensibilité, donc l'allergie, on va parler de l'allergie pendant quelques temps, elle est classée à 4 types, hein, donc selon le monsieur Gell et Coates. Type 1, donc dépend des immunoglobulines. Tout à l'heure, je répondrai. Dans la définition, il y a la réponse. Donc, la différence entre les deux, l'un
Donc, c'est la production des immunoglobulines, elle est spécifique, je vous ai dit, elle est travaillée par le système immunitaire et l'autre, elle n'engage pas le système immunitaire. Quand c'est une intolérance, tu n'as pas besoin des immunoglobulines pour faire de l'intolérance. Voilà la différence. Donc, un système immunitaire et l'autre non immunitaire. Voilà la définition. L'hypersensibilité peuvent être classées en quatre types. Classification de gel et Coombs. Le type 1, donc la première, dépend des immunoglobulines, encore appelées hypersensibilité immédiate, car les symptômes apparaissent rapidement après contact avec l'allergène. C'est facile. Donc, tu prends une fraise, hein, tu fais une réaction allergique rapidement. Donc là, elle est de type 1 parce que tu vas produire des immunoglobulines E, des IgE. Type 2, donc il n'y a pas des immunoglobulines E, mais il y a des immunoglobulines G ou des compléments. Un complément, c'est, comme on dirait, le déchet d'un antigène. Donc il va se friser, il va se casser et te laisse un complément comme ça et tu es allergique à ce complément-là. Elle aussi, quand tu fais une réaction, il n'y a pas une différence entre le type 1 et le type 2 sur le plan réactionnel. Elle est immédiate aussi, mais si tu fais un dosage, tu vas trouver non seulement, tu vas trouver plutôt des immunoglobulines G. Le type 3, pour lui, c'est des complexes humains, donc c'est un antigène et ta cellule hein, qui forme un complexe et tu as une hypersensibilité semi-retardée parce que ta cellule, ta réaction ne laisse pas immédiatement la réaction se fasse très tôt. Donc il y a un complexe qui va réagir après, donc avec un retard. Type 4, c'est très retardé et là, quand tu ne peux pas produire des immunoglobulines T, c'est les lymphocytes T qui vont prendre le relais de cette réaction antigénique appelée aussi hypersensibilité retardée. Donc, c'est ça les quatre types de réactions. Donc, une très courte, donc immédiate avec les immunoglobulines E. L'autre, c'est les globulines G. L'autre, c'est le complexe humain anticorps antigène. Et enfin, les lymphocytes et les cytokines, appelées retardées. Sur le plan physiopathologie, cytokine, c'est une hormone, enfin, c'est un médiateur chimique qui est responsable de la vasodilatation, comme l'histamine en quelque sorte. Vous allez la trouver partout dans vos cours d'allergie. Donc la cytokine, elle aussi, c'est comme l'histamine, comme les leucotriènes. Physiopathe, donc physiopathe, il faut avoir toujours la cause, quel est le mécanisme et quelles sont les conséquences de cette pathologie allergique. Un allergène est un antigène induisant une réponse. Donc, pour avoir une réaction, il te faut un allergène. Les allergènes sont généralement inoffensifs. Tu prends une fraise, elle est inoffensive. En elle-même, le fruit, il est inoffensif. Un crustacé lui-même, il est inoffensif, mais il peut faire un dégât par une réaction allergique et tu as une cascade de réactions à l'intérieur de l'organisme. Donc, les allergènes sont généralement inoffensifs en tant que tels que les protéines, les pollens, le lait, les fruits, les crustacés, mais ils peuvent faire un dégât à l'intérieur de l'organisme. Quels sont ces allergènes? Il y a trois types d'allergènes. Un connu, hein, donc vous allez les apprendre comme ça, médicamenteux, donc c'est connu médicamenteux, vous êtes des pharmaciens, donc je ne vais pas m'étaler très profondément dans cette physiopathe, donc les allergènes médicamenteux, quelle que soit la voie d'administration, injectable, comprimé, pommade, etc., ils peuvent entraîner des réactions allergiques. Donc, exemple, la pénicilline. Ah bon, vite là. D'accord. Le deuxième allergène, c'est le trophoallergène. Les trophoallergènes, ce sont les aliments. Donc, tout le monde, je ne dirais pas tout le monde, mais certaines personnes sont allergiques aux aliments. Moi, je prends toujours la fraise parce que je viens de voir la fraise qui se vend et les enfants prennent ça. Et il y a des enfants, il y a des êtres humains qui sont allergiques à la fraise, allergiques au lait de vache, allergiques aux cacahuètes, donc attention aux cacahuètes, allergiques aux huiles de soja, aux poissons, donc c'est connu, aux crustacés, donc les crevettes, les langoustes, les langoustines, tout ça, ça s'appelle les trophoallergènes.
Et enfin, les pneumallergènes. Les pneumallergènes, ceux qui rentrent par le poumon, ils sont présentés dans l'air et donc on va les respirer. C'est comme le pollen, les acariens qui se trouvent sur les draps, qui se trouvent sur les matelas, qui se trouvent sur les couvertures, etc. Ça appelle les acariens. Les poussières de maison aussi, donc tout le monde est presque allergique aux poussières de maison. Donc vous avez les allergènes du chat, hein, attention, et du chien. C'est pas les poils, attention. Hein. On a comment dirais-je, une nuance, on dit je suis allergique aux poils des chats. Non, c'est une substance sur le chat et sur le chien qui sont sécrétées par des cellules cutanées du chien et du chat. Et là, quand tu caresses, et puis tu vas respirer ces micro-particules. Donc, c'est juste une substance du chat, etc. Les autres, donc allergènes virales, donc les virus, les allergènes par pollution, donc sidère, le hajar, tout ça sont les voitures, tu peux faire de l'allergie. Et aussi, il y a des allergies psychologiques. Hein. Moi, je connais pas mal de petites filles, surtout, de petites filles à la puberté, qui font de leur première menstruation, ils font quand même des allergies. Non pas cutanées, mais autres situations. Hein. D'accord, voilà. Ça, c'est les causes. Donc, les causes, c'est un allergène de 3 types, surtout, pneumallergène, trophallérgène et médicamenteux, surtout, que c'est votre spécialité. Ça va jusque-là? Le mécanisme, comment se fait le mécanisme de l'allergie? Comment on arrive à faire de l'allergie? Comme toutes les réponses, l'hypersensibilité, il existe 2 phases immunologiques. Donc, vous avez compris que l'allergie, c'est une réponse immunitaire et spécifique hyper excessive. Donc, elle va passer obligatoirement par 2 phases. Psychologiquement, on fait une réaction. Hein? Psychologiquement, on fait réaction. Surtout les filles dans la première menstruation, donc elle n'accepte pas ça, elle va commencer à vomir, elle va commencer à faire des diarrhées, elle va commencer à faire des douleurs, ça c'est connu, elle va commencer à faire un prurite, donc, etc. Mais ce n'est pas toutes les filles. Hein. Ça s'appelle psychogène, donc elle-même n'accepte pas ça. Donc, l'allergie, l'immunisation, l'immunologie, ça passe par 2 phases pratiquement. La première phase de sensibilisation, donc elle s'appelle phase de sensibilisation. Hein, c'est une immunisation qui conduit à la synthèse des immunoglobulines. Quand un corps étranger, quand un antigène, quand tu prends un médicament, il va y avoir la synthèse des immunoglobulines spécifiques à cette pénicilline. C'est un exemple, la pénicilline, pour comprendre de sensibilisation. C'est quoi sensibilisation? Le corps, il va se sensibiliser. Ah, tiens, il y a un corps étranger à l'intérieur, allez, faites sortir nos gardes militaires, c'est des immunoglobulines spécifiques. Elle est cliniquement muette. Donc, il n'y a pas de symptomatologie, tu n'as pas de réaction allergique. Appelée aussi une phase de préparation. Tu te prépares au combat, l'organisme se prépare au combat ou de contact. Donc, c'est le premier contact. C'est ça la première phase de sensibilisation. L'organisme, il est sensibilisé, il y a un corps étranger à l'intérieur. Une première phase de sensibilisation qu'on appelle immunisation. Elle conduit à la synthèse des immunoglobulines. C'est l'organisme qui va se sensibiliser. C'est l'organisme qui va se préparer à une deuxième attaque. Voilà, je vous le dis déjà, à une deuxième attaque. La première sensibilisation, il n'y a aucune symptomatologie clinique. Donc, cliniquement, elle est muette. Il n'y a pas d'urticaire. Il n'y a rien. Sauf il y a des immunoglobulines spécifiques qui sont synthétisées de l'organisme. Ce qu'on appelle la phase de contact, la phase de préparation ou de sensibilisation. Ce système immunitaire, il a une double fonction, donc ça c'est la physiologie, donc pour avoir une petite idée, une défense anti-infectieuse, certainement, sûrement, donc c'est pas tous les antigènes infectieux, mais
une part pour l'infection et l'autre part vis-à-vis des antigènes qui vont les empêcher de rentrer dans la cellule. Et dès qu'il y a pénétration de la cellule, parce que la cellule va être occupée ailleurs, regardez là, va être occupée ailleurs, et puis les antigènes vont rentrer de l'autre porte, et directement, il va y avoir formation des IgG. Ça, c'est la première phase, là. Donc, la fonction du système immunitaire, il a une double fonction anti-infectieuse et, il empêche les antigènes de rentrer dans la cellule. Et quand il y a une pénétration dans la cellule, il va y avoir obligatoirement la formation des immunoglobulines E. Ces IgE, hein, donc on rentre un tout petit peu dans les immunoglobulines, ils sont présents dans le sang, ils circulent librement dans les tissus, dans tout l'organisme, donc ils sont libres ou fixés sur les surfaces des mastocytes. Ça, c'est les mastocytes que tu produis, que tu as dans le sang. Ou bien des polycnuaires basophiles. Ces polycnuaires mastocytes sont remplis d'histamine, ils sont remplis de cytokines, etc. Donc jusque-là, ça va. Là, donc il y a des immunoglobulines qui circulent parce qu'il y a un antigène qui est rentré. L'ensemble des processus correspond à la phase d'immunisation aux réponses immunitaires primaires appelées sensibilisation. Cette phase peut durer de quelques semaines à quelques années. Voilà, de quelques semaines, cette phase, la première phase, elle peut rester muette quelques semaines, elle peut aller jusqu'à quelques années, hein, parce que tu n'as pas reçu une deuxième dose de cet antigène-là. Ça va jusque-là. Donc, les antigènes, les IgE peuvent être dans le sang, ça circule librement, ou bien ils vont être fixés sur des cellules qu'on appelle les mastocytes, les basophiles, hein, qui, eux, cheminent ces immunoglobulines, responsables aussi de la libération de l'histamine qui est immunoallergisante. C'est fini la première phase de sensibilisation. La deuxième phase de révélation ou encore effectrice. Donc, c'est là où il y a de l'action, c'est là où il y a la bagarre, c'est là où il y a la guerre entre l'antigène et l'anticorps, liée à l'activation immédiate par l'allergène des cellules, principalement les mastocytes. Souvenez-vous, les mastocytes qui acheminent les immunoglobulines, les polynucléaires basophiles qui acheminent les immunoglobulines, porteurs des immunoglobulines, et leur surface. Cliniquement symptomatique. Et c'est là, hein, que tu as la symptomatologie dans la deuxième phase. La fonction la plus importante des mastocytes en pathologie, c'est la phase effectrice, c'est la deuxième phase. Donc, tant qu'il n'y a pas une deuxième pénétration des antigènes, les mastocytes, donc, ils circulent librement avec sur leur dos des immunoglobulines E. Après la sensibilisation, en cas de nouveau contact avec l'allergène, la reconnaissance même de l'allergène par les immunoglobulines E portées par les mastocytes et les polynucléaires basophiles conduit à la dégranulation. Imaginez une dégranulation, c'est un éclatement de cette cellule-là qui vont libérer les médiateurs chimiques tels que l'histamine qui est allergisante. Voilà la deuxième phase, elle est là, elle est symptomatique, et dès qu'il y a un deuxième contact avec l'allergène, donc tu as mangé un autre fruit, une autre fraise, ou bien une deuxième injection, donc, et là, tu feras ta réaction allergique parce que les mastocytes vont s'éclater, vont se dégranuler et libérer cette histamine-là qui est allergisante. Lors de la dégranulation des mastocytes, l'histamine diffuse à travers les tissus et provoque une vasodilatation. Donc les vaisseaux vont être dilatés. C'est pour ça que vous voyez un tout petit peu cette rougeur-là de l'allergie. Donc c'est surtout une vasodilatation. Et une augmentation de la perméabilité capillaire, qui est la conséquence clinique. Donc, augmentation de la perméabilité capillaire, c'est la vasodilatation pratiquement. Donc, les vaisseaux deviennent très vasodilatés et ça devient rouge.
Et vous avez des conséquences cliniques. Donc, la réaction allergique, les symptômes vont apparaître. Donc, en quelque sorte, la première réaction allergique, c'est une vasodilatation. C'est une vasodilatation. Là, j'ai essayé de vous résumer un tout petit peu la question. Lors d'un premier contact avec une substance étrangère, l'organisme, donc appelé allergène, les immunoglobulines sécrétées par les plasmocytes vont se fixer sur les mastocytes, les polynucléaires basophiles. Ce premier contact n'entraîne pas de signes cliniques et on parle alors de sensibilisation. Donc, j'ai résumé ce que vous devez apprendre. Voilà le résumé de la première phase. Lors d'un deuxième contact avec l'allergène, les anticorps vont se fixer sur la membrane des mastocytes et des basophiles, va induire une dégranulation de ces derniers et la libération des médiateurs vasoactifs tels que l'histamine, la sérotonine, les leucotriens, les bradykinines, les cytokinines, les prostaglandines. Tout ça sont des médiateurs vasoactifs qui vont donner une vasodilatation lors du deuxième contact. Cette deuxième rencontre avec l'allergène n'entraîne pas nécessairement des réactions anaphylactiques, mais juste plutôt des chocs anaphylactiques, mais des réactions anaphylactiques. La réintroduction d'un allergène chez un sujet déjà sensibilisé, regardez, la réintroduction d'un allergène chez un sujet déjà sensibilisé, c'est-à-dire la libération des substances vasodilatatrices va induire une chute des résistances vasculaires. Souvenez-vous, la vasodilatation. Donc, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de résistance quand le vaisseau est très dilaté. Une augmentation de la perméabilité capillaire, ça veut dire que le capillaire va se dilater, il va y avoir une diminution augmentation plutôt de la perméabilité. Toutes les substances peuvent sortir responsables d'une hypovolémie absolue et va entraîner un œdème. Regarde, quand il y a une sortie du liquide de ces capillaires, tu vas voir de l'œdème. On va voir comment ça se fait que cette sortie, comment va se faire la sortie du liquide de ces vaisseaux qui sont très dilatés. Donc, la réaction en elle-même, c'est une vasodilatation et puis il y a une perméabilité capillaire. Regardez, je donne un exemple, un tuyau qui est large, l'eau va stagner dans le tuyau large. Un tuyau qui est capillaire, vous avez travaillé avec les pipettes en capillaire, juste vous l'imbibez et la montée du liquide dans le capillaire. Mais si vous avez un tuyau large, ça ne monte pas, ça reste et ça peut s'évaporiser après. Mais là aussi, c'est la même chose, l'organisme, quand il y a une vasodilatation, le liquide va sortir à travers cette perméabilité. Vous avez des œdèmes de part et d'autre de cette perméabilité capillaire. Donc, les mécanismes pathologiques vont être dans un premier temps compensés par l'augmentation. Tout ça, donc le rythme cardiaque, si vous avez une vasodilatation, si vous avez une augmentation de la perméabilité, tout ça va être compensé pour que le cœur travaille encore par une tachycardie. Donc, le cœur va battre rapidement, empêchant dans un premier temps la chute de la pression artérielle. Donc, je vous ai dit qu'il y a une chute des résistances. Donc, automatiquement, la pression artérielle va chuter. Donc, le cœur va essayer de battre et de compenser. Et puis, les pressions de remplissage cardiaques vont chuter et le débit cardiaque va chuter. Et vous avez, au lieu de l'allergie, un choc ou bien un collapsus. Il existe un deuxième type aussi qui est anaphylactique. Oui, je vais très vite parce qu'il m'a dit vous avez 10 minutes pour terminer le cours. Je ne sais pas là. Ok, je vais essayer d'être plus lent. Donc, ces mécanismes vont... L'organisme va compenser. Comment il va compenser cette vasodilatation et cette diminution des résistances vasculaires? Par
une tachycardie. Ça veut dire par une augmentation de la fréquence cardiaque. Quand je vais vite, je répète, je répète. Et quand il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, automatiquement, l'organisme va réagir par une augmentation un tout petit peu mitch de la pression artérielle pour essayer de sauver l'organisme. Mais s'il n'y a pas un traitement, les pressions de remplissage du cœur, etc., vont chuter et tu as un débit cardiaque, au lieu qu'il soit 2 litres par mètre carré, il va être à 1 litre par mètre carré et tu as un état de choc ou bien un collapsus. Il existe un autre choc, mais dit anaphylactique. Il n'est pas vraiment anaphylactique, mais dans ce cas, la libération des substances vasodilatoires se fait sous l'action directe d'un toxique. Regardez, ce n'est pas les immunoglobulines, mais le toxique, c'est lui qui va libérer les médiateurs chimiques. Ça, c'est un anaphylactoïde. Vous n'avez pas des réactions allergiques, vous n'êtes pas rouge, vous n'avez pas des douleurs, vous n'avez pas des vomissements, mais vous avez un état de choc, vous n'êtes pas bien, vous avez de la fièvre, etc. Ça s'appelle un état anaphylactique, qui est différent de l'état de choc anaphylactique, qui, lui, il est sous la responsabilité des immunoglobulines E. Lui, il est sous la responsabilité du toxique, de la toxine. Les bactéries, ils peuvent envoyer des toxines. Les fraises, ils peuvent envoyer leur liquide qui est toxique pour certains parce qu'ils sont sensibles, etc. Donc, on l'appelle anaphylactique. Vous ne trouvez aucun signe du choc, mais vous pouvez trouver quelques stigmates comme collapsus. Ils te disent, j'ai mangé, j'ai pris une injection et je ne suis pas bien. Tu prends la tension et tu trouves une tension qui va chuter. Tu dis, ça, c'est un choc. Anaphylactoïde, c'est dans la... Regardez, il existe un deuxième type de choc, dit anaphylactoïde, la libération des substances vasodilatatrices, c'est-à-dire l'histamine, la bradykinine, tout ce qui est responsable du choc, ne sont pas sous l'effet des immunoglobulines et de l'anticorps. Ils sont sous l'effet du toxique. Il y a une toxicité directe des mastocytes et des polynucléaires basophiles qui vont libérer, eux, les substances vasoactives. Ce n'est pas l'action immunologique. Donc, c'est le toxique lui-même qui provoque cette réaction anaphylactique, c'est-à-dire elle ressemble au choc anaphylactique, mais c'est pas, quand tu doses les immunoglobulines, tu ne trouves pas des immunoglobulines, tu ne trouves pas que le toxique. Voilà, donc on a vu un tout petit peu les causes. Donc on a dit la cause principale, c'est l'allergène. On a 3 grands types d'allergènes. Je répète là pour mieux comprendre encore. 3 types, donc médicamenteux, les tropho-allergènes et enfin les pneumoallergènes. Donc les trophos, c'est l'alimentation, le lait de vache, je suis allergique au lait de vache, je suis allergique. Médicamenteux, je suis allergique à la pénicilline et aux autres. Et puis, les pneumoallergènes, c'est comme les acariens ou la pollution, etc. Comment ça se fait? Le mécanisme se fait par 2 phases. La première, dès qu'il y a une entrée de l'antigène ou bien de l'allergène, il va y avoir une phase de sensibilisation, une phase de préparation où il y a formation des immunoglobulines E qui vont être fixées sur les mastocytes et les polynucléaires basophiles, qui peuvent durer 1 semaine jusqu'à 1 mois, 1 année, s'il n'y a pas une deuxième pénétration. La deuxième pénétration, c'est là qu'ils vont reconnaître un tout petit peu, c'est comme le Covid, la deuxième pénétration, les immunoglobulines et les mastocytes et les basophiles vont reconnaître ils vont dire, ah, attention, lui, je le reconnais, et là, les immunoglobulines derrière mon dos, je vais réagir. Et c'est là qu'il y a la symptomatologie, s'il y a, soit, je ne l'ai pas dit, soit s'il y a un tout petit peu de substance allergène. Donc, tu as mangé une seule cacahuète et ça te fait juste une réaction. Soit tu as mangé beaucoup et tu peux faire l'état de choc. Voilà.
Par exemple, un état de choc dû à une piqûre de serpent, c'est anaphylactoïde. Hein. Regardez, voilà la réponse un tout petit peu. Je n'ai pas compris anaphylactoïde. Et puis les conséquences. Les conséquences, c'est surtout clinique. Hein. Donc tout commence par un urticaire géant en plaques, plus ou moins grand, divisé, qui peut prendre des cloques, hein, donc l'apparence des cloques, ou bien juste des pétichés, des points rouges comme ça, qui sont prurigineuses, donc tu grattes ta main, etc. Donc vous avez sûrement fait une allergie à l'eau de javel de contact et vous avez gratté votre main. Donc c'est ce qu'on appelle un urticaire ou bien des lésions urticariennes qui est due à la vasodilatation. Deuxièmement, l'œdème. L'œdème, donc, ça ne reste pas, souvenez-vous, je vous ai dit, il y a une augmentation de la perméabilité capillaire et de là, le liquide va sortir. Hein, il va sortir, il va former l'œdème des tissus profonds. Hein. Donc, un bronchospasme, c'est un œdème, donc dû à un œdème au niveau des branches, hein, et tu commences à siffler. Donc, tu fais un sifflement bronchique. Une hypersécrétion du muqueuse bronchique. Donc, tu commences à sécréter, à tousser et sécréter des sécrétions. Ce n'est pas de la salive, c'est des sécrétions muqueuses bronchiques, comme l'asthmatique. Une rhinite allergique, donc actuellement tout le monde est en rhinite allergique, hein, surtout ça, je vous conseille de mettre la bavette pour les rhinites allergiques. Actuellement, il y a trop de pollution et tous les agents, enfin tout le monde fait une réaction, une rhinite allergique. Donc tu te mouches chaque 3-4 fois par jour peut-être. Donc, la bavette, elle est très importante aussi pour les réactions allergiques de la pollution, etc. Insuffisance circulatoire allant jusqu'au choc. Donc, s'il y a une grande vasodilatation, s'il y a un œdème, ce qu'on appelle l'œdème, c'est un troisième secteur, on dirait. Donc, attention, s'il est très important, vous pouvez faire un état de choc hypovolimique dont les signes sont classés en 3 grades. Les signes cliniques du choc anaphylactique sont classés plutôt en 4 grades. Le grade 1, trouble cutaneo-muqueux, plus ou moins généralisé, un érythème urticaire géant avec œdème. Cette phase-là, la première phase, il y a toujours la compensation cardiaque par tachycardie. Hein, et la pression reste un tout petit peu à la limite de la normale. Mais attention, si on ne traite pas, il va faire l'état de choc d'une minute à l'autre. Grade 2, donc une atteinte multiviscérale. Tous les viscères sont atteints, hein, mais modérément. Donc ça commence, regarde. Et c'est une question de temps, de quelques secondes à une minute, là. Donc, modéré, avec des signes cutanés, chute de la pression artérielle, donc hypotension, tachycardie, de la tachycardie, donc là aussi l'organisme, il est encore en train de compenser, hein, une hyperactivité. On s'excuse, hein, de cette interruption, c'est technique. Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. OK. Donc, je vais continuer. Donc, est-ce qu'il y a une petite question sur la physiopathe? Donc, on a terminé la physiopathe. J'ai oublié de m'arrêter pour des questions là. Hein. C'est très facile, c'est très facile. Si vous allez lire tout ça, c'est très facile. C'est de la terminologie pratiquement. La physiopathe, donc, je recommence la physiopathe en quelques mots. Cause, mécanisme, conséquence. Conséquence, c'est ce qu'on vient de voir pratiquement à la clinique, hein, et sûrement chez toi, bah, donc, ma fille,
J'ai pas l'habitude de donner des cours comme ça. J'ai l'habitude d'animer un cours magistral. Je sais pas, j'ai l'impression que je parle tout seul aussi. J'aime bien vous voir à la réelle. Hein. Essayer de comprendre au moins. Il y a le son là. Alors, il y a le son ou pas? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, ok, allez. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, la physiopathie, c'est cause et mécanisme et conséquences, avec, bien sûr, la première définition, qu'est-ce qu'une allergie, qu'est-ce qu'une intolérance? Ça, c'est compris. Cause et mécanisme, vous avez compris les causes, hein, les mécanismes, donc, deux grands mécanismes, la sensibilité, la préparation, et puis effectrice et l'action immunoglobuline, et les conséquences, c'est surtout la clinique. Donc, un urticaire, c'est ce qui est rouge. Hein. L'urticaire, c'est ce qui est rouge là, et vous grattez, et vous grattez. Parfois, c'est tellement énorme, c'est des cloques. Hein, c'est des cloques. Vous avez vu ça? Pas de diapo? Pour tout le monde, pas de diapo? Est-ce qu'il n'y a pas de diapo pour tout le monde là? Il y a ou il n'y a pas de diapo? Ok, ok. Il y a, ok, ok. Alors, l'autre signe clinique, c'est l'état de choc. Ce qui nous intéresse, c'est surtout cet état de choc. Donc, en plus de l'urticaire, en plus de ce prurite-là, le prurite, c'est le hack. Hein. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a les qui ne sont pas des Algériens, peut-être, mais je gratte mes mains, je gratte tout ce qui est rouge. Hein. Et le deuxième, c'est le choc anaphylactique. Plutôt l'œdème avec un bronchospasme, l'hypersécrétion, rhinite allergique que je vous ai parlé. Donc, essayez de mettre la bavette quand vous sortez. Elle est très efficace contre les rhinites allergiques et surtout la grippe hein, saisonnière. Et l'insuffisance circulatoire, c'est l'état de choc. L'état de choc, il passe par 3 grades. Le premier, c'est juste un urticaire, du trouble cutanéo-muqueux avec une réaction allergique cutanée, et avec ou sans œdème et sans autres symptômes. Mais si vous prenez l'attention, vous trouvez elle commence à diminuer. Le deuxième, grade 2, c'est la même chose, mais atteinte multiviscérale. Le cerveau, il est atteint, l'estomac, elle peut saigner, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle une atteinte multiviscérale. Mais elle est modérée, avec des signes cutanés, certes, mais la pression commence à chuter. Donc, tu as une hypotension artérielle et le cœur commence à battre très rapidement avec une hyperréactivité bronchique, on tousse, donc et on commence à siffler à l'intérieur du poumon et des troubles digestifs, voire même nausées, vomissements et des diarrhées parce que nous sommes allergiques à tel ou tel produit. Le grade 3, c'est la même chose, une atteinte multiviscérale, donc cœur, poumon, et estomac, et voire même le rein, très sévère, qui impose le traitement immédiat. Je vous ai dit, c'est une question de minutes, c'est pas de jour en jour. Lors de la deuxième sensibilisation, lors du deuxième contact, c'est attention là, hein, si vous êtes allergique, ne jouez pas avec l'allergène. Au lieu de tachycardie, vous allez avoir une bradycardie pour s'arrêter le cœur. Un trouble du rythme parce qu'il a très très mal toléré. Les sinus cutanés peuvent en ce moment être absents ou réapparaître après. Hein, parce que quand tu as une chute de la pression artérielle, tu deviens bleu et tu n'as plus cette rougeur et cette urticaire-là. Donc, les lésions cutanées vont être masquées par le choc hypovolimique et cette couleur bleue des mains. Grade 3, c'est l'arrêt. Donc, on peut faire, pas toi, hein, on peut faire l'arrêt circulatoire ou respiratoire parce que les poumons sont pleins de sécrétions, parce qu'il y a un bronchospasme, parce que le cœur il a un trouble du rythme. Donc, c'est l'arrêt cardiaque. La mort peut survenir après. Et puis, c'est le spasme majeur, etc. Donc, si quelqu'un sait quand même mettre un stéthoscope, il va écouter qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur du poumon. Voilà à peu près les stades. Mais disons, un état de choc, hein, quand il vient, vous allez mettre votre doigt sur
le pouls, il n'y a pas de pouls, ou bien un pouls très très petit, hein, très très petit. Si, si vous prenez la pression artérielle, si elle est encore moyenne, donc je dirais à 8, je ne descends pas au-dessous de 8. Si elle est à 8, vous dites qu'il a une petite chance de s'en sortir. Si elle est inférieure à 8, c'est la réanimation. Attention, parce que même à 8, le rein ne réagit pas. Hein, le rein ne réagit pas à 8. Ça veut dire, si vous donnez des médicaments, il ne va pas les pisser après. Donc faites attention, une tension inférieure à 8, c'est un collapsus. Une tension supérieure à 8, c'est une compensation cardiaque de l'organisme. Comment faire un diagnostic? C'est très simple. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Sur l'état de choc surtout, hein? Parce que l'allergie elle-même n'est pas vraiment... hein? On peut prendre un anti-allergique et des corticoïdes, il suffit. Mais le choc, c'est de la réanimation. D'accord. Le diagnostic, donc c'est simple. Est-ce que tu es allergique? Non. Est-ce que tes parents sont allergiques? C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire. Hein, avant de prescrire, avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que tu as l'habitude de prendre cette injection? Non. Tu examines. Donc la première chose qu'on va voir si on est allergique, c'est ces plaques urticariennes, là, ces plaques rouges, et c'est le grattage, le prurite, le grattage. On peut prendre la tension, on peut voir aussi ce qu'on appelle injection oculaire, les yeux rouges. Donc les conjonctifs sont rouges. Là, tu as l'impression qu'il est en train de pleurer, c'est l'hypersécrétion, donc glandulaire, bronchique, etc. La paraclinique, il n'y a pas grand-chose, elle est pauvre, la paraclinique, hein, sauf si tu vas chercher une complication qui est l'insuffisance rénale. Hein. Un état de choc se complique par insuffisance rénale. Donc, attention, donc tu peux faire une petite fonction rénale, l'urée, la créatinine. Hein. Si tu es dans un laboratoire un peu efficace, tu vas doser les immunoglobulines E pour dire est-ce que je suis dans la première phase, ou bien dans les immunoglobulines G pour dire est-ce que je suis dans la deuxième. Souvenez-vous de la classification de Jay-Lecompte. L'FNS pour voir les basophiles qui sont porteurs des immunoglobulines. Donc, c'est du FNS, une polynucléaire éosinophile, les basophiles sont très élevés. Tu dis ça, c'est une réaction allergique. Hein, si tu retrouves une FNS avec polynucléaire neutrophile, c'est pas allergique, c'est pas immunoallergique, c'est infectieux. Neutrophile, c'est infectieux. Basophile, éosinophile, basophile, c'est allergique. Immunoglobuline E très élevée, immunoglobuline G semi-retardée. Regardez là. Très bien. C'est facile. Le traitement, je ne vais pas m'étaler sur le traitement. Le traitement, vous, hein, en tant que pharmacien, c'est ça. Donc, vous allez l'orienter, vous allez faire les premiers gestes et orienter le malade. Il ne faut pas jouer avec un état de choc. Donc, restaurer l'état hémodynamique s'il est un état de choc, tu sais prendre un abord veineux, donc tu prends un abord veineux et tu passes du plasmagel ou de l'albumine. Donner des corticoïdes, donc intramusculaires comme tu veux, hein, de l'adrénaline intramusculaire, donc en urgence devant un état de choc, elle est très efficace, ou bien de l'atropine devant une bradycardie et un anti-allergisant, s'il a oublié de prendre ses anti-allergiques. Les instrumentaux, donc n'oubliez pas de donner de l'oxygène. Pourquoi? Parce qu'un état de choc, c'est un manque d'oxygène avant tout aussi. Puis les indications, quand est-ce que je donne des corticoïdes? Regardez, les indications sont en fonction du stade. Stade 1 et stade 2, je donnerai pas, stade 1 plutôt, je ne donne pas des corticoïdes. Tous les autres stades, je donnerai des corticoïdes. La prévention, chaque allergie, chaque personne allergique doit avoir une carte à l'intérieur de sa poche. Il dit, je suis allergique à tel ou tel produit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein, donc la conduite pratique, immédiatement suppression de l'allergène. Donc, je suis allergique à la pénicilline, tu donnes de l'allergène, c'est de la folie, c'est un crime. Deuxièmement, il ne faut pas faire bouger si tu penses que c'est un état de choc, il ne faut pas le faire bouger. Appelle au SAMU, appelle aux urgences, appelle aux réanimations. Si tu peux prendre un abord veineux et oxygéner le patient, tu ne peux que soulager. Adrénaline en intramusculaire,
Ça se trouve dans n'importe quel coin, en principe, des pharmaciens. Corticoïdes et antihistaminiques. Désensibilisation tardive, c'est la désensibilisation surtout, et le traitement de fond de l'allergie. Voilà, je crois que j'ai terminé avec l'allergie. J'espère que vous avez une petite idée maintenant quand est-ce qu'on fait de l'allergie, comment on fait l'allergie. Pour faire de l'allergie, il me faut de l'allergène. Pour faire une réaction, il me faut une première et un deuxième contact. Et si je fais de l'allergie, il faut faire très attention à l'insuffisance, premièrement, respiratoire par le bronchospasme et surtout à l'insuffisance circulatoire. Si vous avez une question ou deux pour la première partie, je suis là. Hein. Ce n'est pas un cours pour les médecins réanimateurs, mais surtout pour vous, pour votre quotidien, hein, pour l'allergie. Merci de m'avoir écouté. Un allergologiste, l'ergologiste qui peut faire ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de Bess-Redka. Sûrement vous avez une idée sur la méthode de Bess-Redka. Il y a des antigènes, il y a des anticorps, donc on fait une désensibilisation pour ça. Mais ça ne tient pas, c'est 10%, hein, ça réussit 10% là. Donc, faites attention, quand on fait une désensibilisation, il faut avoir un consensus avec le malade et lui dire ça marche ou ça ne marche pas. D'accord? Ah, mais c'est surtout au niveau d'un allergologiste. Ah mince! Désolé, je vais interrompre un tout petit peu le son pendant quelques temps, le temps de rétablir la connexion. Vous avez compris la désensibilisation, comment ça se fait là, hein, donc, c'est comme un vaccin. Voilà, c'est comme un vaccin. Très bien. Donc, et le vaccin, ça marche un tout petit peu ou ça ne marche pas. Et au niveau d'un allergologue. Bien sûr, après avoir... Vous m'écoutez là? Vous m'entendez? Ok. Alors, on va continuer avec l'œdème. Hein? Donc, il nous reste encore un quart d'heure pour les œdèmes. Hein? Vous allez comprendre comment ça se fait qu'il y a un œdème. Un œdème correspond à un gonflement d'un organe. Ça, c'est... Par définition, c'est de la terminologie, hein, ou d'un tissu dû à une accumulation ou un excès intracellulaire de liquide dans le milieu interstitiel. C'est facile. Donc, il y a du liquide interstitiel, il va y avoir un gonflement au niveau de cet organe-là. Normalement, la quantité de liquide interstitiel est à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le liquide qui rentre doit sortir et tu es en équilibre. Hein, ce qu'on appelle l'homéostasie, elle est en équilibre. Hein, d'accord? Donc, tu bois 1 litre. Si tu as besoin de 1 litre, ça reste. Si tu n'as pas besoin, tu vas pisser obligatoirement le reste. Voilà. Donc, l'œdème, c'est ça. Et il existe 2 types d'œdème. C'est classique. Les œdèmes blancs et les œdèmes rouges. C'est facile. L'œdème blanc, il est déclive. C'est quoi déclive? Donc, vous avez constaté, donc, surtout quand tu restes debout, beaucoup debout, tu as des œdèmes au niveau des malléoles. C'est déclive. Tu n'as pas quand tu es debout, tu n'as pas l'œdème au niveau des yeux, des paupières, mais au niveau des malléoles. C'est ce qu'on appelle les œdèmes blancs déclives. C'est-à-dire qu'ils touchent les parties les plus basses du corps. Généralement, les membres inférieurs. Mais quand tu dors le matin, tu peux avoir au niveau des lombes, hein, au niveau de la région lombaire, tu as
quelques œdèmes parce que tu as pris beaucoup de sel. Exemple, hein. Mou, ces œdèmes blancs sont mous et prends le godet. Le godet, c'est quoi? C'est en appuyant sur l'œdème, il se forme une dépression qui persiste quelques instants. Donc on dit c'est un œdème blanc mou gardant le godet. Très bien. Et l'autre, c'est l'œdème rouge. Il est dur, chaud et il ne prend pas le godet. C'est ce qu'on appelle pratiquement, c'est un œdème traumatique. Hein? C'est un œdème traumatique. Donc quand tu as un traumatisme, tu as un œdème rouge, il fait mal. L'œdème blanc, il ne fait pas mal, hein, mais l'œdème rouge, il fait mal parce que c'est traumatique. Ça va jusque-là. Sur le plan physiopathologie, il n'y a pas grand-chose à dire. La physiopathologie des œdèmes découle de ce qu'on appelle l'équilibre de l'équation de Starling. L'équilibre de la loi de Starling ou bien de l'équation de Starling. Elle est là. Voilà. Voilà. Vous allez lire et vous allez comprendre que l'équation de Starling, c'est le débit par la P, c'est la perméabilité. Donc, on revient un tout petit peu à l'énergie, augmentation de la perméabilité capillaire, stase vasculaire et évaporation ou la augmentation. Très bien. S, c'est la surface d'échange. Tant qu'il y a une surface d'échange très élevée, il y a sûrement de l'œdème. C'est la même chose. Vasodilatation, ça veut dire qu'il y a une surface élevée. Pression capillaire et pression interstitielle. On peut l'englober dans la pression hydrostatique. Ça, c'est la pression hydrostatique. L'écoulement du sang, l'écoulement du liquide à l'intérieur d'un vaisseau. Epsilon, c'est un coefficient. Donc, monsieur Starling qui a mis ça. Et la pression oncotique, c'est la pression capillaire moins la pression interstitielle oncotique, ça donne la pression plutôt interstitielle et capillaire, ça donne la pression oncotique. Donc, en quelque sorte, le débit est égal à un coefficient PS, je dirais PS, donc la pression par la perméabilité par la surface, qui est égal à la pression hydrostatique moins la pression oncotique. Regardez, je vous donne quelque chose, je ne sais pas si je l'ai écrit. Oui, peut-être, mais je le dis. Et la pression hydrostatique tend à faire écouler le sang ou bien un liquide. Donc, dans un tuyau, il y a une pression hydrostatique qui va la faire sortir de l'autre bout. Mais la pression oncotique tend à garder cette eau-là. Donc, c'est une pression oncotique, c'est les protéines qui essaient de garder l'eau. C'est pour ça qu'on est à l'équilibre. Donc, quand il y a moins de protéines, il va y avoir fuite d'eau. Quand il y a beaucoup de protéines, il y a pratiquement pas de fuite d'eau, il n'y a pas d'œdème. C'est pour ça qu'il y a une héméostasie, un équilibre dans notre organisme. Donc, l'hydrostatique tend à faire fuite du liquide. Oncotique, il garde ce liquide-là. Les différents facteurs qui favorisent les œdèmes, regardez, augmentation de la pression hydrostatique. Si vous avez une augmentation de la pression hydrostatique, ça veut dire que la pression oncotique va être basse, il va y avoir une fuite, il va y avoir de l'œdème. Donc, je vous ai dit, la pression hydrostatique, c'est pour fuite, là. Diminution de la pression oncotique. Donc, si tu as une diminution de la pression oncotique, hein, tu vas voir une fuite de ce liquide-là et qui favorise les œdèmes. Augmentation de la perméabilité capillaire. Si vous avez une perméabilité très élevée et une surface très élevée, vous avez sûrement des œdèmes qui vont se former. C'est comme au niveau d'une brûlure cutanée. Regardez, quand vous vous brûlez, donc il y a la brûlure et tout, vous avez du rouge et vous avez de l'œdème. Parce qu'il y a une vasodilatation, parce qu'il y a une augmentation de la perméabilité capillaire, parce qu'il y a une fuite des protéines, donc diminution de la pression oncotique, et vous avez de l'œdème. Donc c'est ça,
à peu près. Souvenez-vous de cet exemple, et vous n'allez pas oublier ça. Et enfin, pas chasser. Sachez, il faut savoir que dans notre corps, il y a ce qu'on appelle les lymphatiques. Les lymphatiques, c'est eux qui drainent le liquide en plus. Et si vous avez une pathologie, une altération du système lymphatique, obligatoirement, vous allez prendre du poids et vous allez avoir de l'œdème. Voilà à peu près la physiopathie, elle n'est pas très complexe. Donc, les œdèmes et l'équilibre dans notre organisme obéit à la loi de Starling. La loi de Starling dit qu'il y a un coefficient de perméabilité capillaire par la pression hydrostatique moins la pression oncotique. Et si tu as un œdème, ça veut dire soit que tu as une pression hydrostatique très élevée, soit que tu as une pression oncotique. Oncotique, ça veut dire les protéines plasmatiques diminuées ou bien une augmentation de la perméabilité. Donc, fiez-vous à l'équation, vous allez trouver ça. Et bien sûr, les lymphatiques qui doivent travailler. Nous sommes toujours en équilibre grâce à ces lymphatiques-là. Question? C'est simple, je sais. Pas de questions pour l'œdème blanc, mou, indolore, gardant le godet, l'œdème rouge, chaud, ne gardant pas le godet et douloureux. Très bien. Physiopathe, donc l'équilibre de Starling, la loi de Starling, qui dit la pression hydrostatique moins la pression oncotique, c'est par un coefficient de perméabilité PS. Très bien. La clinique, donc tu vas prendre du poids. Quand il y a un œdème, tu vas prendre du poids. Hein, ne dis pas l'œdème des paupières ou l'œdème d'un doigt. Non, je ne parle pas de ça. L'œdème des parties d'équilibre, donc il se réveille le matin donc avec l'œdème au niveau des lombes, hein, les lombaires, la région lombaire, au niveau des malléoles, au niveau des paupières. Tout ça, vous dites, ah, attention. Et parfois, la dame te dit, le matin, je ne peux pas mettre mes chaussures. Voilà. Elle ne peut pas mettre ses chaussures parce que c'est enflé là. Il y a de l'œdème. C'est après qu'elle marche, après que les quelques lymphatiques qui travaillent, ils vont réabsorber tout ça, ils vont drainer ça et elle peut mettre une sandale là. Le blanc mou indolore plus le godet oligurie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire oligurie? Ça diminue quand même la diurèse. Tu peux avoir les œdèmes des séreux, c'est très grave. Les séreux, c'est la plèvre au niveau du poumon, le péricarde, donc il y a une péricardite, une péritoine aussi, donc tu as une péritonite. On appelle ça la nasarre. Quand il y a l'œdème des séreuses, on appelle ça la nasarre. J'ai une photo de la nasarre, vous allez la voir. Quelles sont les causes qui peuvent donner ces œdèmes-là? Les causes, c'est surtout l'hypertension hydrostatique, donc des veines, les thromboses veineuses. Les thromboses veineuses augmentent la pression hydrostatique et tu as des fuites, tu as des œdèmes de part et d'autre au niveau des membres, etc. L'insuffisance cardiaque, regarde, si tu as un cœur qui ne bat pas bien, tu as toujours une stase et tu as toujours des œdèmes. Et vous avez vu l'insuffisance cardiaque, surtout quand il prend un peu de sel en plus, là, il va faire des œdèmes, là, et les varices. La pression oncotique, le marastique, celui qui ne mange pas de protéines. Si vous prenez quelqu'un qui ne mange pas beaucoup de protéines, même protéines végétales, donc, il va faire de l'œdème par hypoprotéidémie. Cirrhose, donc au niveau du foie, il n'y a plus de fabrication de protéines. La malnutrition, du petit, ça s'appelle le kwashiorkor aussi. Un syndrome néphrotique, vous avez vu les syndromes néphrotiques, qui font des œdèmes donc au niveau des yeux, au niveau des membres inférieurs, l'insuffisance rénale qui prend du liquide et qui fait des œdèmes. Tout ça contribue à l'œdème.
Donc, c'est surtout l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, le syndrome néphrotique, les malnutritions, l'hypertension hydrostatique par les varices, etc. L'inflammation, donc ça c'est blanc et mou. L'inflammation, c'est surtout sécrétion avec surtout l'allergie. Regardez, comme c'est rouge et c'est enflammé, tu dis ça c'est un œdème de Crick, hein, aussi l'œdème de Crick au niveau du pharynx, etc. Les médicaments tels que les inhibiteurs calciques, les corticoïdes, vous avez vu certaines personnes, hein, je dirais certaines personnes, surtout les filles, qui veulent grossir un tout petit peu et prennent les corticoïdes. Attention et attention et attention. Là, vous pouvez prendre des corticoïdes, vous allez prendre du poids, mais c'est pas le poids, comment dire, naturel. C'est un poids méchant. C'est un poids qui n'est pas bien. C'est un œdème dû aux corticoïdes. Et quand vous allez prendre un tout petit de l'âge, vous allez avoir des vergitures. Donc attention aux corticoïdes pour les filles surtout, les garçons non, les garçons, hein, pour prendre du poids. Les anti-inflammatoires aussi pour rétention hydrosanté, comme, je ne sais pas, un anti-inflammatoire, le nifluril qui prend le sel et l'eau, hein, c'est comme les corticoïdes. Ou bien les lymphodèmes, les lymphangites, hein, c'est un trouble au niveau des systèmes lymphatiques, du drainage des lymphatiques. Voilà, à peu près les causes de l'œdème. Voilà le godet, hein. Voilà les œdèmes, godet blanc, regardez, hein. Ça c'est un godet, voilà, c'est la même. C'est inflammatoire, c'est un rouge inflammatoire, regardez l'œdème inflammatoire rouge. L'anasarque, voilà l'anasarque, phytoplacentaire, donc l'œdème dû à une maladie qui est vasculaire, lymphatique, cardiaque et rénale, ça s'appelle l'anasarque, c'est des cirrhoses qui sont pleines du liquide. Voilà, c'est la dernière. Je vous remercie. Là, s'il y a des questions. Oui, non. Ah, Amal, Amal. Si vous m'entendez, 2 minutes back pour les petites questions et je reviens là. Je ne sais pas comment ça marche leur Zoom là. Ça y est, c'est très clair. Il n'y a pas de questions. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Ok, allez, bonne chance et bonne continuation et merci d'être là pour moi.